Bonsoir et bienvenue sur Euronews. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous avec l'information. Tout de suite, on regarde le sommaire de ce mardi 28 mai. La bataille pour désigner le prochain président de la Commission européenne est lancée. Qui des chefs d'État ou du Parlement aura le dernier mot? Et pourquoi ce poste est-il l'objet de toutes les convoitises? Décryptage dans ce journal. En Irak, 6 Français sont condamnés à mort pour avoir rejoint les rangs du groupe État islamique. Ils ont 30 jours pour faire appel. Paris assure tout faire pour qu'ils échappent à la pendaison. Et puis, c'est un inlassable défenseur de l'environnement et une figure de la lutte contre la déforestation en Amazonie. Le chef indigène Raoni a conclu à Lyon sa grande tournée en Europe. C'est un véritable casse-tête, la désignation du prochain président de la Commission européenne. Certains contestent l'automaticité de la désignation du candidat du groupe le plus fort, mais ils ne veulent pas non plus se faire imposer un candidat choisi par les dirigeants européens. Les tractations ne font que commencer. Regardez. Qui succédera à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne? Depuis 2014, le parti arrivé en tête des européennes propose son candidat principal ou Spitzenkandidat pour présider l'institution. Mais après le scrutin de dimanche, la droite européenne est affaiblie. Les conservateurs et les libéraux ne disposent pas d'une majorité pour appliquer la procédure. Angela Merkel et Emmanuel Macron se retrouvent ce mardi pour négocier aux côtés de 25 autres dirigeants d'États membres. Mais si la chancelière allemande soutient le candidat du PPE Manfred Weber, il n'en va pas de même pour le président français et les jeux restent ouverts. Nous allons tenir des pourparlers au sein du Parti populaire européen. Le PPE compte un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement dans ses rangs. Et nous discuterons aujourd'hui d'une position commune. Une chose est claire, nous voulons une Europe démocratique. Et notre force, le Parti populaire européen, revendique le leadership, car c'est le choix des électeurs. Et nous voulons initier un dialogue avec les autres partis. Plusieurs autres partis ont désigné leurs candidats. Le néerlandais Frans Timmermans pour les socialistes, mais la formation politique est en perte de vitesse au sein du Parlement et il se dit ouvert à une alliance constructive. Des cartes rebattues, de quoi offrir peut-être une chance à la candidate des libéraux, Margrethe Vestager. Deux candidats expérimentés et crédibles aux yeux du président français, également favorable à une désignation de Michel Barnier, l'actuel négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. C'est le premier Conseil européen après les élections et on retrouve notre correspondant à Bruxelles, Grégoire Laury. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Christelle. C'est donc les grandes manœuvres qui commencent pour la désignation du président de la Commission. Effectivement, les discussions concrètes sur le nom du prochain président de la Commission européenne vont commencer dès ce soir. Ce sommet est en quelque sorte le lancement des consultations entre les États membres et entre les institutions européennes. Toutefois, il s'agit d'un sommet informel, autrement dit, aucune décision officielle ne sera validée à l'issue de cette rencontre. Dans un premier temps, les dirigeants de l'Union vont tirer les enseignements des élections européennes de dimanche. La droite, avec le Parti populaire européen, est toujours le premier groupe politique, mais il ressort affaibli avec la perte de 40 sièges. Le bilan est à peu près similaire pour les sociaux-démocrates, qui conservent leur seconde position, mais perdent aussi des parlementaires. Et puis, de l'autre côté, il y a la dynamique libérale et écologique. Toutefois, les Verts n'ont aucun représentant au Conseil européen, puisqu'il n'y a pas de chef d'État ou de gouvernement issu de leur rang. Ces résultats et ces tendances vont d'ailleurs se refléter à la table des discussions. Les libéraux, emmenés par le président français, vont pousser leur pion pour mettre fin à la grande coalition entre chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates qui dirigent la politique européenne. Alors Grégoire, vous nous l'avez dit, c'est le début des consultations entre les chefs d'État et de gouvernement, mais le Parlement a aussi son mot à dire. Tout à fait. Il y a ce soir d'un côté une première négociation entre les États membres, mais les dirigeants vont aussi commencer à discuter avec le Parlement européen. Or, avec un taux de participation en hausse lors de ces élections, l'hémicycle compte bien faire entendre sa voix. Les eurodéputés aiment d'ailleurs rappeler qu'ils représentent la seule institution élue directement par les citoyens. Mais voilà, les deux camps ne partagent pas la même analyse sur le mode de désignation du président de la Commission européenne. Les parlementaires veulent maintenir le processus du Spitzenkandidat, comme on dit dans le jargon européen, c'est-à-dire qu'ils veulent que la présidence de la Commission revienne à une des têtes de liste de la campagne. C'est ce qu'a rappelé le président du Parlement européen en fin de journée lors du sommet. Mais ce dispositif n'a pas les faveurs de plusieurs dirigeants européens. Ils ne veulent pas se voir imposer un candidat qu'ils n'auraient pas choisi. Il y a donc là une autre négociation qui devrait durer
à peu près un mois en principe. L'idée est de trouver le candidat ou la candidate du compromis pour le Conseil européen, formel celui-là, des 20 et 21 juin. Alors Grégoire, on ne fait que parler du président de la Commission européenne. En quoi son rôle est-il si important ? Le rôle de la Commission européenne est de faire des propositions législatives. Elle est la seule institution en mesure de proposer des textes. C'est une forme de monopole. Cela veut dire que la Commission donne la direction politique de l'Union européenne. Elle a donc une influence majeure dans le jeu institutionnel. C'est elle aussi qui négocie certains dossiers au nom des États membres. Sur les accords commerciaux, par exemple, c'est la Commission qui mène les discussions avec les pays tiers. Enfin, l'institution est la gardienne des traités. C'est elle qui assure le respect des règles européennes par les gouvernements, comme dans le cas du respect des règles budgétaires. En un mot, son interprétation des textes donne aussi le ton. C'est la raison pour laquelle certains groupes au Parlement européen vont se battre non seulement sur le profil du prochain président de la Commission européenne, mais aussi sur le programme des 5 prochaines années. Grégoire, merci beaucoup. Merci à vous. En Irak, 6 ressortissants français sont condamnés à mort pour avoir rejoint le groupe État islamique. La France dit multiplier les démarches pour leur éviter la peine capitale. Stéphanie Morbois. 6 des 12 Français transférés de Syrie en Irak ont été condamnés à mort pour avoir rejoint le groupe État islamique. Certains sont accusés d'avoir facilité l'envoi de djihadistes vers la Syrie. Tous sont condamnés à la pendaison et ont 30 jours pour faire appel. Les procès se tiendront en Irak parce que ces crimes ont été commis sur le territoire irakien. La peine de mort est l'une des dispositions de la loi irakienne. La France réaffirme que c'est bien à la justice irakienne de les juger. Avant la condamnation de 2 Français supplémentaires à la mi-journée, le Quai d'Orsay assurait agir pour éviter la peine de mort à tous ses ressortissants. Nous sommes contre la peine de mort partout, y compris d'ailleurs aux États-Unis, là où elle existe. Et y compris évidemment en Irak. Et donc, pour ces 4 Français, nous multiplions les démarches pour éviter la peine de mort à ces 4 Français. Bagdad a déjà condamné plus de 500 étrangers de l'État islamique, hommes et femmes, mais aucun n'a jusqu'ici été exécuté. La stupeur au Japon, une attaque au couteau a semé la terreur à Kawasaki. L'assaillant s'en est pris à des enfants qui attendaient leur quart de ramassage scolaire. Sandrine Delorme. Une attaque au couteau meurtrière a été perpétrée à Kawasaki au Japon, banlieue de la capitale Tokyo. Vers 8 h ce matin, un homme d'une 50aine d'années muni de 2 couteaux a agressé un groupe d'écoliers et leurs parents, des passants aussi à un arrêt de bus scolaire. Une fillette de 12 ans a été tuée, un homme de 39 ans, papa d'un élève, a succombé à ses blessures. 16 autres personnes ont été touchées. J'ai vu un garçon, son cartable sur le dos, blessé et debout sur un parking. Il avait l'air terrifié et choqué. Je ne peux pas trouver d'excuses. Pardonnez à ceux qui ont fait ça, quelle qu'en soit la raison. Parmi les blessés, une femme d'une 40aine d'années et 3 filles âgées de 6 ans souffrent de graves blessures, principalement au niveau de la tête et du cou, et vont devoir subir une opération. L'attaquant, lui, se serait donné la mort. Le chauffeur du bus scolaire m'a dit qu'il avait entendu quelqu'un crier. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il a vu plusieurs écoliers allongés par terre. Et il a dit qu'un homme, un couteau dans chaque main, s'est poignardé puis est tombé. Les tueries sont rares au Japon, le pays disposant d'une législation de contrôle des armes très stricte et d'un taux de criminalité relativement faible. Mais des déchaînements de violence aveugles endeuillent occasionnellement l'archipel. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dit sa grande colère après cette attaque, qu'il a qualifiée d'atroce, avant de présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes et espérer le rétablissement rapide des blessés. L'enquête est en cours pour tenter de comprendre. Une vague de violence secoue les prisons brésiliennes qui sont surpeuplées et gangrénées par les rivalités sanglantes entre bandes. Les familles des détenus ne décolèrent pas. Le récit d'Etanadji. Devant les prisons de l'État d'Amazonas, les forces de l'ordre tentent difficilement de ramener le calme. Face à eux, les proches des détenus laissent exploser leur colère. Ces 2 derniers jours, au moins 55 prisonniers ont été tués dans des rixes entre gangs rivaux, certains étranglés lors de visites familiales au parloir. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants et à ma belle-mère en rentrant? Que mon époux est mort? Pour certaines femmes, sans nouvelles de leur fils ou époux, l'attente est devenue insoutenable.
Selon les autorités, sans l'intervention de la police militaire, le bilan des victimes aurait été beaucoup plus lourd. Dans un pays qui compte plus de 700 000 détenus, la troisième population pénitentiaire du monde, les rivalités sanglantes entre bandes organisées sont un fléau. En janvier 2017, l'une des 4 prisons où ont eu lieu les dernières violences avait été le théâtre d'une rébellion sanglante. 56 détenus avaient trouvé la mort. La situation ne s'est donc pas arrangée depuis. Si le gouvernement brésilien actuel a promis la guerre à la criminalité, il n'a annoncé en revanche aucune mesure pour améliorer les conditions de détention. En Israël, il reste moins de 48 heures à Benyamin Netanyahou pour former une coalition gouvernementale. En cas d'échec, les Israéliens devront retourner aux urnes. Annelise Fantino. Le temps semble désormais compter pour Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien s'est engagé dans une course contre la montre pour former une coalition d'ici mercredi soir, faute de quoi de nouvelles élections seront organisées. Depuis plusieurs semaines, les discussions avec les autres formations de droite sont dans l'impasse. La Knesset issue des législatives d'avril a approuvé en lecture préliminaire sa propre dissolution. Un premier vote qui nécessiterait d'être confirmé lors des prochaines séances parlementaires pour que les électeurs israéliens soient à nouveau appelés aux urnes, ce qui représenterait une première dans l'histoire de l'État hébreu. Ce qui s'apparente désormais à un ultimatum pourrait aussi enfin faire avancer les tractations avec Avigdor Lieberman, l'ex-ministre de la Défense de Benyamin Netanyahou, qui n'était pas disposé aux concessions jusqu'à présent. C'est à Lyon, en France, que le chef indigène Raoni a terminé sa tournée européenne. Objectif, alerter sur la déforestation de l'Amazonie et récolter des fonds pour protéger une réserve au Brésil. C'est un reportage de Rodrigo Barbosa avec Annelise Fantino. Il est devenu l'emblème de la lutte contre la déforestation de l'Amazonie, sa terre d'origine. Le chef indigène Raoni était ce mardi à Lyon, en France, dans le cadre de sa 9e tournée mondiale. Au cours de ces 2 semaines en Europe, le chef Raoni a multiplié les messages pour agir face à l'urgence climatique, en particulier pour protéger les populations indigènes. Il n'a pas manqué de critiquer le gouvernement brésilien de Jair Bolsonaro ici à Lyon. Le chef compte aussi récolter des fonds pour protéger la réserve brésilienne du Xingu, menacée par les exploitations forestières et par les appétits de l'agroalimentaire. Il dit des bêtises. Je vais retourner au Brésil et je vais lui parler. Pour qu'il ne fasse plus de bêtises. Il faut évidemment lutter pour éviter la déforestation en Amazonie, mais c'est au quotidien, dans nos villes, qu'il faut pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. C'est tout cela qui permet demain de faire en sorte que la planète soit vivable. Le chef Raoni a aussi rencontré des collégiens ce mardi pour échanger autour du climat et de la biodiversité. En Espagne, plusieurs footballeurs et dirigeants de clubs ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir truqué des matchs de première et deuxième division. Les explications de Stéphanie Morbois. Huesca, ce club de foot du nord-est de l'Espagne, est au cœur d'une enquête sur des matchs truqués. Un vaste coup de filet a eu lieu mardi. Plusieurs joueurs et anciens joueurs espagnols ont été arrêtés. Tous sont accusés de corruption, blanchiment et appartenance à une bande organisée. La justice enquête en tout sur 21 personnes liées au monde du football et des paris sportifs. Ce que je peux confirmer, c'est qu'une enquête a été menée par la police nationale contre une organisation de sport dans le football professionnel qui affecte les premières, deuxième et troisième divisions. Il y a eu des perquisitions et 9 personnes ont été arrêtées. De una operación en la que se han realizado 9 entradas y registros y se han detenido a 9 personas. Aucun nom n'a été communiqué, mais selon des sources proches de l'enquête, cet homme, Raúl Bravo, ferait partie des personnes visées. Cet ancien international ayant évolué au Real Madrid dans les années 2000 serait même considéré comme le chef des opérations. Sont aussi visés Íñigo López, Agustín Lasaosa, le président de Huesca, ou encore Borja Fernández. Le sport doit par-dessus tout être propre.
et le fair play doit régner. La police nationale est engagée dans la lutte pour le fair play dans tous les sports espagnols. L'enquête a permis de prouver que des accords ont été passés pour truquer au moins 3 matchs. Ce sont les capitaines des équipes qui étaient visés en priorité. Une fois le trucage accepté, les protagonistes étaient payés en liquide, en 2 fois, avant le match, puis une fois le résultat obtenu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, d'autres infos sur Euronews. Demain, vous retrouverez à cette même place Stéphanie Morbois. Très belle soirée à tous.